Bokoyo Congo, ekolo tobiti la katolo yo, saki sala bona Congo, ngonga kosala kimia yango yo, Bokoyo Congo, ekolo tobiti la katolo yo. La tribune d'expression populaire de ces jours a pour thème la République démocratique du Congo au centre des Nations Unies et de l'Union africaine. Elle est organisée par le Café juridique en collaboration avec l'Institut des stratégies pour le développement durable. Et pour commencer, nous allons donner la parole au professeur Taba qui va nous présenter brièvement l'Institut des stratégies pour le développement durable, ISDD. L'Institut des stratégies pour le développement durable, ISDD, est un observatoire des problèmes politiques, économiques et sociaux. C'est un centre prospectif social qui a développé plusieurs programmes d'éducation civique et électorale à travers les territoires nationaux. Depuis 2004, il a focalisé ses activités sur les volets du développement démocratique, l'éducation civique et électorale, la gouvernance publique, le leadership féminin, et l'Institut a publié plusieurs manuels pour la promotion des vertus démocratiques. Il a des partenaires, comme vous autres, les cafés juridiques, mais il y a aussi les églises, les syndicats, le radio communautaire, à travers les colloques, les séminaires, les enquêtes, les publications, le forum citoyen, avec beaucoup de milliers de jeunes, de femmes. L'Institut essaie de travailler avec eux. Il a un programme post-électoral, parmi lesquels il y a le forum citoyen, comme aujourd'hui. On vous permet de discuter avec vos élus, avec les animateurs sociaux, avec les acteurs étatiques et non étatiques, comme aujourd'hui. Donc, cela va permettre évidemment d'accroître l'appropriation des processus électoraux, les processus démocratiques, la gouvernance publique et le contrôle des citoyens sur ces élus. Évidemment, dans le but du développement de notre pays. Donc, l'Institut a plusieurs partenaires, notamment la fondation allemande Hans Seidel, qui est son principal partenaire actuellement. Merci. Oui, j'ai fini. Donc, voilà en bref. Si vous avez besoin de contacter l'Institut, il y a un bureau. Le bureau, c'est à la fondation Hans Seidel, 57, l'avenue des Sénégalais à la Gombe. Donc, vous pouvez écrire. Il y a un site internet, isd@yahoo.fr. Donc, là aussi, vous pouvez contacter l'Institut si vous avez besoin d'informations. Merci bien, professeur. Nous travaillons ensemble à produire des émissions d'éducation civique populaire à l'intention des hommes ordinaires dans les diocèses, dans les milieux ruraux. Nous enregistrons généralement des bandes ou des émissions que nous enregistrons sur bande ou sur CD, qu'on envoie dans les radios diocésaines et rurales pour expliciter certaines questions comme la décentralisation, les élections, la lutte contre la corruption. Et un livre très intéressant que l'ISDD a écrit il y a de cela 10 ans, c'est La corruption, un monstre appelé la corruption. Ça montre l'étendue du phénomène corruption et l'impossibilité de le saisir par une tête. C'est très intéressant pour vous qui êtes de jeunes qui vous destinez à la pratique du droit, de pouvoir lire ces documents-là. Ça vous ouvre l'intelligence à comprendre ce à quoi vous serez affrontés demain. Merci donc, professeur Taba, pour cette présentation de l'ISDD. Et sans plus tarder, nous allons, après cette nourriture d'entrée de table, nous allons passer à la nourriture consistante qui sera présentée par mon ami Freddy Moulumba Wabouaï.
Freddy, il est le directeur éditorial, d'abord le DG du groupe Le Potentiel et Télé 7, que vous connaissez certainement. Il est journaliste. Il a travaillé depuis de longues années comme journaliste avant de prendre la direction de cette chaîne. Et nous nous connaissons très bien avec Freddy pour avoir commencé les débats à la télévision à l'époque où beaucoup de gens hésitaient sur le plateau de Tropicana. Nous faisions, c'était encore comment notre, le club de la presse. Le club de la presse. Donc Freddy, vous avez la parole. Okay. On m'a demandé de vous parler des limites et portées de la mission des Nations Unies au Congo. Donc, visite du secrétaire général Ban Ki-moon et perspective de fin des hostilités à l'est de la RDC. Vous savez, moi je ne suis pas juriste, je suis politologue, bien entendu je suis aussi journaliste. Je vais analyser cette question sous l'angle des sciences politiques. Et on a la chance d'être sur le terrain. Il y a des informations peut-être qu'on n'écrit pas, mais qu'on connaît, on les garde parce qu'il faut être responsable. Ici, je vais parler en toute liberté. C'est ça peut-être le mauvais côté que j'ai. En tant que citoyen de ce pays, on a le devoir de dire la vérité à notre peuple et d'aider les dirigeants politiques à prendre conscience et d'assumer leurs responsabilités. Mon exposé est divisé en deux parties. La première partie va parler de la MONUSCO. Et la deuxième, c'est sûr, sera consacrée à la visite du secrétaire général Ban Ki-moon ici à Kinshasa, donc au Congo, parce qu'il était aussi à Goma. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi dans notre histoire. Ce n'est pas la première fois qu'on a les Nations Unies, bien les forces des Nations Unies sur notre territoire. Vers les années 60, vous savez très bien, on a eu des forces des Nations Unies qui ont fait à peu près 4 ou 5 ans, 5 à 6 ans, et ils sont partis après que Mobutu ait pacifié les pays, entre guillemets. Donc, ces forces des Nations Unies étaient venues dans le cadre de la pacification, parce que vous savez très bien, c'était la guerre froide entre l'Est et l'Ouest, entre l'Amérique et l'Union soviétique. On a pensé qu'il fallait avoir une force neutre qui pouvait faire à ce que la crise congolaise soit résolue. Mais derrière toutes ces grandes puissances, il se cachent des intérêts. En fait, le Congo, c'est un pays à part. Peut-être beaucoup de Congolais ne sont pas conscients. Nous sommes un cas unique dans l'histoire. Le Congo a été créé grâce aux puissances étrangères, à peu près 14. C'était pour éviter à ce que les puissances européennes s'affrontent. Et on a décidé que le Congo soit un marché libre. La liberté de circulation était, comme dirais-je, peut-être une religion, parce que sans ça, il n'y aurait pas de Congo. Et on a confié le Congo à la petite Belgique. On pensait que c'est un pays neutre, il n'est pas très grand, il n'a pas beaucoup d'ambition. Donc, il fallait que la Belgique ait, par l'entremise de son roi, Léopold II, qui avait considéré le Congo comme sa propriété privée. En 1960, le conflit a éclaté. Comprenez, je ne suis pas historien, je ne peux pas entrer en profondeur. Les Congolais ne s'entendaient pas, bien entendu manipulés comme d'habitude par les puissances étrangères. L'Amérique n'a pas voulu assez que l'Union soviétique, donc le communisme, s'installe au Congo. D'habitude, ils sont passés par l'ONU pour mettre de l'ordre, c'est de la crise. Et vous savez très bien, pendant cette période, on a perdu notre Premier ministre, Lumumba, alors que l'ONU était sur place. Ça, c'est la dimension un peu historique. Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir la MONUSCO. Je pense que la MONUSCO, c'est vers, je pense en 2010, qu'on a changé le mandat de la MONUC à la MONUSCO avec la résolution du Conseil de sécurité 1925. Et dans cette résolution, on a confié à la MONUSCO deux missions, deux priorités. La première priorité, c'était protection des civils. Et deuxième priorité, c'est stabilisation et consolidation de la paix. Donc ça, un peu les priorités de la MONUSCO.
On en parlera un peu plus tard parce que jusqu'à présent, il n'y a ni protection civile, ni paix, ni consolidation. Mais pourquoi on a changé ces mandats? Pour le Conseil de sécurité, on a pensé qu'il y avait beaucoup de filles à relever. Il fallait quand même qu'on change le mandat de la MONUSCO et le mandat de la MONUC à la MONUSCO pour s'occuper de la stabilité, de la consolidation de la paix, mais aussi de la démocratie. Mais il y a un livre ici, peut-être, c'est une thèse d'une, je ne sais pas si elle est américaine ou bien britannique, Séverine Auster, qui a publié chez Cambridge, Université de Cambridge Study in International Relations, Trouble with the Congo, Local Violence and Fire of International Peace Building. Donc, la dame qui a publié cet ouvrage a donné d'autres explications pourquoi on devrait changer la mission de la MONUC dans la MONUSCO. C'est parce qu'il y avait un échec. L'échec se situe à deux niveaux. Donc, la communauté internationale s'était fixé des objectifs, à savoir construire la paix et installer la démocratie au Congo. Ça n'a pas été le cas. Vous savez très bien ce qui s'est passé après les élections. Ça n'a pas été facile. On pensait qu'avec les élections, on allait installer la démocratie. Il y a eu l'affrontement entre les troupes de Mbemba et les troupes de Kabila. Et vous savez aussi qu'à l'est du pays, il y a des rebelles qui sont permanents, qui pillent et qui tuent, quelquefois au vu des troupes de l'ONU. Donc, les défis que le Conseil de sécurité avance sont en quelque sorte contredits par cette chercheur qui estime que si cet échec a eu lieu, c'est parce qu'il y a trop d'intérêts ici. Vous avez les intérêts américains, les intérêts belges, les intérêts sud-africains, allemands, les intérêts français et britanniques. Et tous ces intérêts s'affrontent chez nous. Ce qui fait que la MONUSCO ou bien l'ONU avait difficile à travailler. Et tous les gens qui travaillent là-bas, les personnels militaires, tout comme civils, ne travaillent pas pour les biens de l'ONU ou bien de la MONUSCO, ou bien de la MONUC. C'était pour les biens de leurs États. Il ne faut pas oublier que c'est truffé de renseignements. La plupart des gens que vous voyez ne font pas rapport au secrétaire général ou bien à l'envoyé spécial qui est ici actuel, c'est l'homme allemand, Régis qui part, et il y a l'Allemand qui vient. Donc ils travaillent avec leurs États parce qu'ils veulent préserver leurs intérêts. D'où l'échec de la MONUC. Maintenant, en donnant l'occasion à la MONUSCO, je reviens moi au niveau de la MONUC, vous savez très bien, ils étaient là pour nous protéger. Et quand on fait les bilans aujourd'hui, ça fait 6 millions de morts, 2 millions de déplacés, 40 000 femmes violées. On s'interroge, à quoi c'est la MONUC ou bien la MONUSCO aujourd'hui? Et quand on voit ce que l'ONU, la MONUC a fait, je pense que la MONUSCO ne pourra pas réussir sa mission, celle de consolider la paix, celle de protéger les civils. Donc, ce qui se passe derrière tous ces discours, il faut que les Congolais tirent beaucoup d'attention. Qu'on ne soit pas très naïf. L'ONU ou bien la MONUSCO n'est pas là nécessairement pour nous. Elle est là pour les intérêts des pays qui financent. L'Amérique, c'est les grands financiers, je peux dire, de missions des Nations Unies au Congo. Est-ce que vous pensez que l'Amérique laissera facilement le secrétaire général faire ce qu'il veut? Pour preuve, vous allez vous rendre compte, si on fait les calculs, il y a eu beaucoup plus de secrétaires, donc des envoyés, les représentants spéciaux du secrétaire général, qui sont anglo-saxons, soit qui sont britanniques, soit qui sont américains. Ce n'est pas un fait du hasard. C'est pour contrôler la situation. Parce que
l'Amérique ne peut pas s'engager officiellement. On sous-traite la question du Congo à travers la MONUSCO ou bien l'ONU. Maintenant, on s'interroge. Il y a 17 000 à peu près, 19 000 casques bleus qui sont ici. Mais on voit chaque jour Kunda, Pankunda, maintenant c'est qui est notre ami Makenga, qui fait danser, qui fait vibrer encore et le Congo, donc le gouvernement congolais et la MONUSCO. Pour preuve, vous avez vu à Goma, quand l'M23 est entré, a pris Goma, la MONUSCO a fui. Alors qu'il y avait quelques temps, ils disaient Goma ne tombera pas. Pourquoi on peut laisser l'M23 de Kunda faire ce travail? Ça prouve qu'au sein de la MONUSCO, il y a des contradictions. Je pense que ces contradictions, vous allez les voir avec l'arrivée du président, donc le secrétaire général de Ban Ki-moon, qui était ici, en visite, ses déclarations. On a dit qu'on va mettre en place une brigade d'intervention pour mettre de l'ordre à l'est du pays. Et dans la résolution 2098 du Conseil de sécurité, le M23, c'est une force négative. Mais curieusement, l'ONU, avec tout ce qu'elle a comme force sur le terrain, ne parvient pas à endiguer cette force négative qui est le M23. Mais il y a aussi d'autres forces, d'autres rebelles qu'il faut mettre un peu hors d'état de nuire. Curieusement, on voit les discours du secrétaire général. Il dit qu'il est venu ici pour être avec le peuple congolais. On fera tout pour que les choses fonctionnent. Quand il change de camp, il est au Rwanda. Il ne parle ni de la force d'intervention et des brigades d'intervention. Il ne parle ni de l'accord cadre. Donc on sent qu'il y a un problème. Nos amis de la MONUSCO ou bien de l'ONU ont peur d'attaquer les Rwandais en face. À Kinshasa, on pleure, mais on ignore que tout ça, c'est question de rapport de force. Je pense que ceux qui ont fait les relations internationales, ils savent très bien, en matière de relations internationales, ça dépend de force. Il n'y a pas de morale. La loi, c'est la loi du plus fort. L'Amérique impose sa loi. Donc c'est à nous de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter à ce qu'on soit encore victime, comme les années passées. Il y a Ban Ki-moon qui est d'accord qu'il faut que cette brigade soit installée, mais avec une mission très claire, une mission offensive, mettre l'ordre. Il y a son envoyé spécial, Mary Robinson, qui tient notre discours et dit non, ce sont des forces de prévention. Il y a un problème. Alors que dans la résolution 2098, c'était très clair, la mission de la brigade est offensive. Ce n'est pas préventive. Donc on sent qu'au sein, d'ailleurs, Mme Robinson, elle est britannique. Elle est irlandaise, je pense. Irlandaise, oui. Donc c'est tout ça, les anglo-saxons. Ce n'est pas par hasard qu'on l'a mis là-bas, sinon on pouvait mettre un Français ou bien une Française. Donc on sent qu'au sein de la MONUSCO, au sein des Nations Unies, il y a une division entre les grandes puissances. L'impression que nous avons sur le terrain est que les Rwandais sous-traitent les intérêts, les Rwandais et l'Ouganda sous-traitent les intérêts des grandes puissances en Afrique centrale. Donc la question du Congo ne sera pas résolue sans que la communauté internationale soit impliquée. Et nous pensons aussi que c'est la communauté internationale qui a la grande part des responsabilités dans ce qui nous arrive. Dernièrement, l'ambassadrice de la Suède, qui est ici, oui, il a dit la même chose. Il dit, mais la question congolaise, donc la brigade ne peut pas résoudre tous les problèmes. Donc il faut un dialogue entre le Congo et l'M23. Mais curieusement, M23, c'est une force négative. Elle est sur la liste des forces qu'on doit détruire. Comment les mêmes personnes qui viennent nous dire que M23, c'est une force négative, ils nous demandent d'aller négocier avec les rebelles? Il y a un problème quelque part là. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut que les Congolais prennent conscience. Nous sommes dans un monde où les intérêts priment d'abord, et surtout, cette crise économique qui fait que l'Occident est en difficulté. Et quand vous regardez dans l'histoire
du Congo ou bien de l'Afrique, à chaque fois que la crise économique ou bien des mutations économiques se font donc en Europe ou bien en Amérique ou bien en Occident, nous payons les pots cassés. Les premières mutations, c'est ce que moi j'appelle la révolution commerciale. Qu'est-ce que ça donnait? Ça donnait l'esclavage, la tête négrière. Il y a eu une deuxième mutation, la révolution industrielle. Ça donnait quoi? La colonisation, on est colonisé sur notre propre territoire. Maintenant, nous sommes au niveau des troisième mutations, la mutation de l'informatique, la révolution numérique. Vous savez, les Congolais ne produisent pas les téléphones, mais les matières premières qu'on utilise pour les téléphones se trouvent au Congo, c'est le coltan. Mais curieusement, ce qui est frappant, au lieu que ces messieurs viennent prendre nos minéraux, peut-être gratuitement, nous laisser en vie, ils ne veulent pas acheter, ils viennent nous tuer et nous piller. Donc ce capitalisme prédateur, ce n'est pas la première fois. C'est pour laquelle, quand nous faisons cette conférence, c'est pour que vous preniez conscience. Nous ne le faisons pas parce qu'on a la haine contre l'Occident. C'est une erreur d'analyse. C'est pour que l'histoire ne se répète pas. Entre 1885 et 1906, Léopold II a tué des Congolais ici. Ça fait à peu près 40 millions, ça dépend des chiffres, jusqu'à 10 millions de morts. On appelle l'Holocauste oublié. Et celui qui écrit, c'est un Américain, Adam Hochschild, qui est journaliste et sociologue. Et celui qui a révélé les atrocités de Léopold II au Congo, ce n'était pas les Congolais, c'était des Britanniques. Roger Casamance, qui était ici comme consul, et Edmond Morel, qui était journaliste. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons les devoirs de savoir défendre nos intérêts. Il ne faudrait pas se gêner. Il ne faut pas se gêner. Et quand nous parlons, c'est pour que vous preniez conscience, vous êtes encore jeune, dans 10 ans, 20 ans, et quand vous serez au poste de responsabilité, que vous tirez les leçons du passé. Donc, la MONUSCO, c'est bien, il vient nous aider, mais ce n'est pas sûr pour nos intérêts. Donc, nos intérêts, il n'y a que nous-mêmes qui pouvons comment dirais-je, les défendre. Oui. Dernièrement, quand la guerre a éclaté, quand vous parlez avec nos amis occidentaux, à la MONUSCO, tout comme aux Nations Unies, ils disent non, les problèmes qui se posent à Kinshasa, donc au Congo, c'est un problème économique. Ils estiment que cette crise, si on parvient à mettre l'économie en place, à faire les affaires, les choses vont aller très bien. Mais ils oublient quelque chose. Ce qui est à la base de cette guerre sont des mines. Nos amis occidentaux ne veulent pas que les Congolais aient la main sur les mines. Donc c'est une guerre de mines. Ce n'est pas une guerre ethnique comme on le pensait. Donc il faudrait maintenant contraindre aux autres, au lieu de venir nous tuer, piller, qui viennent acheter. Il y a beaucoup de rapports sur les pillages du pays. On n'a condamné personne. On connaît qui donne des armes, on connaît qui pille. Il y a même les noms entreprises. Aucun procès. Pourquoi? C'est question de rapport de force. C'est quand les Congolais prendront conscience et défendre leurs intérêts, défendre leurs morts, ils pourront négocier avec nos amis occidentaux capitalistes qui estiment qu'il faut venir piller ici. Mais avant de terminer mon petit exposé, je voudrais vous donner à peu près 3 considérations. La première considération est qu'on dit dans cette résolution que la solution, la MONUSCO fait partie de la solution de la crise congolaise. Et quelque part, c'est bien dit, le Congo, c'est une menace pour la paix dans les Grands Lacs. Donc, on dit que c'est à cause de nous que les choses ne marchent pas. Mais ils oublient cette dimension géopolitique, ces mutations internationales qui font à ce qu'on soit, comment dirais-je, victime. Mais comme c'est eux qui décident, ils disent ce qu'ils veulent, ils expliquent ce qu'ils veulent. On nous impose. L'exemple donc précis, l'accord cadre. Donc l'accord cadre pour la paix, la sécurité, pour la coopération démocratique dans la République démocratique du Congo. Cet accord, personne ne peut vous dire que les Congolais ont participé. Ça est imposé. Et dans cet accord, ni le Rwanda, ni l'Ouganda ne sont même pas pointés du doigt comme ceux qui font la guerre au Congo. Donc on a lavé le Rwanda et l'Ouganda. Et maintenant, le Congo qui est victime, on dit qu'il est devenu bourreau. Il y a un problème quelque part là. Donc on sent que dans tout ce qui se passe,
l'élite congolaise, politique comme intellectuelle, ne fait pas son travail. Si nous ne parlons pas, ils ne changeront jamais, ils s'en foutent de nous. Donc il faudrait, quand on fait tel document, que les intellectuels, vous êtes à l'université ici, vous avez des professeurs de droit, c'est de lire et d'expliquer aux gens qu'est-ce qui se cache derrière. Je n'ai pas vu des professeurs de droit dire le contraire. Trop peu, ils passent à la MONUSCO, on leur fait entendre ces discours qui viennent raconter aux gens. Je pense que quand on est intellectuel, c'est qui est censé dire la vérité à la population, dire la population la vérité aux étudiants. La résolution 2098. Et quand vous les lisez, l'accord cadre, la résolution, vous vous rendez compte que nous sommes sous tutelle. Il n'y a que des idiots qui ne peuvent pas comprendre qu'aujourd'hui, on n'a aucun pouvoir. Tout ce que nous devons faire, Kabila doit faire, tout, Matata, ça doit passer par Mme Robinson. Et on doit vérifier. C'est le rôle de Mme Robinson. Même les dialogues, les prétendus dialogues qu'on va organiser, ça sera fait sous la supervision de Mme Mary Robinson. Êtes-vous encore indépendant? Et on ne voit pas dans l'opinion des voix qui s'élèvent. On attend et puis on pleure. Nos intellectuels, beaucoup plus, sont corrompus entre guillemets ou bien récupérés par les plus puissants. On les paye correctement parce que l'État congolais ne fait plus rien. Et notre peuple souffre jusqu'à aujourd'hui. Donc je disais que nous sommes tout tutelle aujourd'hui. On n'a aucun pouvoir sur notre politique économique. Et vous le savez très bien, c'est la Banque mondiale et les fonds monétaires qui gèrent ici. Nous, on ne fait qu'appliquer. Donc on est devenus des gestionnaires des institutions internationales et non des gestionnaires d'un pays indépendant et autonome. Je disais donc la première considération, la MONUSCO devient un problème au lieu que ce soit une solution. Donc là, j'ai pris, par rapport à, comment dirais-je, à la résolution 2098 ou bien 2098, j'ai pris 3 cas de figure. Parce qu'il faut après tout qu'on puisse résoudre cette question. Premier cas de figure, la MONUSCO doit partir et laisser les Congolais et les Africains traiter les problèmes librement. Je prends un exemple, c'est le cas de l'Angola. Savimbi, quand l'ONU était en Angola, Savimbi était très fort, il y avait la guerre. Mais le jour où on a chassé l'ONU en Angola, on a mis la main sur Savimbi. Allez, en Angola, maintenant tout marche bien. L'Angola est construite, même quand vous partez en Angola, vous ne saurez pas qu'il y avait guerre là-bas. C'est parce que l'élite est consciente, une élite qui s'est battue pour la liberté et l'indépendance. C'est qui est le contraire chez nous. Nous avons une élite de mercenaires. Deuxième cas de figure. La MONUSCO reste au Congo jusqu'à la fin des conflits armés. C'est ce qui est dit ici. Donc c'est la solution, fait partie de la solution à la crise congolaise. Mais ce qui est frappant, est que la MONUSCO, l'ONU, n'a jamais résolu un conflit dans le monde. Prenez les annales de l'histoire, nulle part. Mais là où il y a eu résolution de conflits, c'est en Yougoslavie et aussi du Soudan. C'est là où on peut parler qu'il y a un succès. Le résultat, la Yougoslavie a implosé, a disparu. Le Soudan a été scindé en deux, balkanisé. Le Sud et le Nord. C'est là où l'ONU réussit pour faire disparaître les États. Mais ce qui serait intéressant ici, c'est de comprendre le sens de déclaration de l'ancien sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines, M. Carrison. C'était noir américain, mais avec un nom britannique, devant un think tank américain, donc du Parti démocrate américain. Il a déclaré, ça, je préfère vous le lire parce que très souvent, les gens estiment qu'on invente des histoires. L'ancien secrétaire d'État chargé des questions africaines a déclaré que la seule manière de procéder donc, à résoudre la crise congolaise consiste à adopter une solution subtile bénéficiant de l'appui de la communauté internationale. Cette solution miracle, selon Johnny Carson, est celle que les Nations Unies ont expérimenté en Yougoslavie, donc en Europe, et au Soudan, en Afrique. Devant ce think tank démocrate, donc ce qu'on appelle Brookings Institution, Johnny a été très clair. Nous sommes parvenus à une telle solution pour mettre un terme au conflit dans l'ex-Yougoslavie par les biais des accords de Dayton. Nous avons réussi à mettre un terme
à la longue guerre civile qu'est connue l'Afrique, le conflit du Soudan, grâce à l'accord de paix négocié par les membres de l'EGAD et appuyé par les États-Unis d'Amérique, la Norvège et la Grande-Bretagne. C'est très clair. Ce que l'ONU va faire ici, c'est faire imploser le Congo ou bien le balkaniser. S'ils vont faire encore longtemps. Troisième cas de figure, c'est là où que les Congolais, les élites congolaises, intellectuelles, tout comme politiques, doivent se préparer. Si demain, on va changer les mandats de la MONUSCO, parce que chaque année, 6 mois ou bien une année, on change, il faudrait que l'opinion congolaise, les intellectuels s'impliquent, pour qu'on sache maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre voix soit entendue. Tout ce qui se passe ici, ce sont des officines, ce sont des lobbies, ce sont des multinationales qui imposent. L'ONU n'est pas une institution neutre. C'est une institution qui travaille pour les grandes puissances. J'ai parlé de la première considération. La MONUSCO devient un problème au lieu qu'il soit une solution, comme le prévoit la solution du Conseil de sécurité. Deuxième considération, c'est l'analyse qu'on fait de la reconstruction de l'État congolais. Il y a un problème ici. Je pense que pour les gens qui ont fait le sciences politiques, on ne peut pas reconstruire un État en lambeaux. Aujourd'hui, selon les politologues, l'État congolais n'existe pas sociologiquement. Mais pour les juristes, ça peut exister sur le papier. Mais en réalité, ça n'existe pas. Donc, il y a un ouvrage publié par deux professeurs américains, Crawford Young et Thomas Turner, The Rise and Decline of the United States. C'est publié en 1984 à l'université de Wisconsin. Ils sont très clairs, l'État avait disparu du temps de Mobutu. Mobutu partant, il y a un vide. Mais le problème pour nous, ce n'est pas de reproduire les modèles de l'État imposés à l'extérieur. Et quand vous suivez tous les discours du monde occidental, tous les discours de l'ONU, dans les accords cadres, Conseil de sécurité, tout ça, c'est reproduire le modèle par les hauts. Un État qu'on va imposer. Donc là, c'est moi j'ai dit, la faute est aux Congolais. Parce qu'on est tellement naïfs, nous pensons que tout étranger qui vient ici vient nous aider. Une erreur. Tout étranger qui vient ici vient faire les affaires. Pour preuve, il y en a qui étaient des casques bleus, qui étaient impliqués dans le trafic des minéraux, alors qu'ils étaient ici pour la paix. Donc il faudrait que les élites congolaises prennent leur destin en main. Troisième considération, c'est la fin. Très souvent, on oublie dans ce qui nous arrive cette dimension géopolitique, géostratégique, géoéconomique. Le monde occidental vient de perdre les monopoles. Il y a des mutations économiques très importantes. Le monde est en train de basculer de l'Occident vers l'Orient, donc vers l'Asie de la Chine et l'Inde. Donc tout le monde se prépare pour être dans le combat. Comment ces élites ou bien comment les États vont fonctionner. Mais en Afrique, on ne fait que pleurer, on ne veut pas s'organiser. Nos élites sont corrompues ou bien récupérées par les capitalistes parce qu'ils sont mieux payés que ceux qui ne sont pas dans la situation internationale. Et on oublie cette dimension. Donc ce qui nous arrive, et ça, il ne faut pas donner la responsabilité seulement aux hommes politiques. Quand Clinton, avec nos amis capitalistes, ont décidé de faire la guerre au Congo, bien au Zaïre, ils n'ont pas demandé aux Congolais. Dans la géopolitique américaine, ça il faut que vous le sachiez, le Congo n'est plus un élément important. C'est ainsi qu'on donne beaucoup d'importance au Rwanda, à l'Ouganda. Regardez tout ce qu'on fait ce qu'on donne comme résolution, donc les rapports de l'ONU, on cible les Rwandais. À la fin, ça ne donne pas, ça n'aboutit pas à une sanction. Mais chose grave, les Rwandais qui étaient indexés dans les rapports des Nations Unies est devenu membre du comité permanent des Nations Unies. Avec l'accord de qui? De l'Amérique, de la Grande-Bretagne. Et qui ont fait pression sur nos dirigeants ici, en Afrique, pour qu'ils acceptent. Tout ça dans leur vision, comment ils vont gérer le monde demain. Parce que la peur est que la Chine prenne la tête de l'économie. Je pense que l'Occident et l'Amérique va suivre.
Donc ça sera en quelque sorte dominé. Ils ne veulent pas être dominés. Et comme nous sommes dans un monde qui est difficile, qui est un monde des intérêts, chacun se bat. Et dans ce combat de fauves, il n'y a que l'Afrique qui perd, parce que vous vous rendrez compte qu'il n'y a que sur l'Afrique, en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient, où il y a des guerres partout. Qui font ces guerres? C'est eux. D'abord, ils doivent vendre les armes. Et deuxièmement, piller les autres. Parce que sans guerre, l'Occident ne peut pas refaire son économie. Je pense qu'il faudrait qu'au niveau de Kinshasa, au niveau de l'université, que nous tous nous prenions conscience pour nous organiser. Ce qui nous arrive, ça sera pire que l'esclavage. Donc si demain, on décide à la MONUSCO, on décide à l'ONU, il faut qu'on sente que les élites congolaises, intellectuelles surtout, doivent être présents. Et il faudrait aussi que les élites congolaises, intellectuelles, mettent la main sur la presse. Ça, ce n'est pas une presse qu'on a ici. Ça, ce n'est pas une presse. C'est une presse de vendeurs des illusions. Et le jour où notre élite mettra la main sur la presse congolaise, médias, donc tous les médias, ce jour il y aura un changement. En tout cas, je tiens à terminer par ici et je vous remercie. Tout en n'étant pas d'accord sur tout ce qu'il a dit, mais je dois le répéter. En bref, Freddy dit que le gros problème du pays, c'est d'abord le manque de leadership interne. Le Congo, de par son histoire, a été instrument des intérêts des étrangers, créé pour être la zone tampon entre les grandes puissances. Et je pense que ce qui s'est passé dans les années 1880 se passe aussi maintenant, parce qu'à la fin, Freddy a dit que le Rwanda et l'Ouganda sont plus intéressants pour l'Amérique, mais en vérité, ils ne le sont que parce qu'ils doivent gérer la RDC. Hein. C'est parce que la RDC n'a pas un leadership convenable qu'on pense que les pays voisins peuvent assumer ce leadership-là. Et c'est là que se pose le problème de la gouvernance, tout le problème lié à l'autorité de l'État dans notre pays. Je ne voudrais pas revenir sur les rappels de ce qu'a été l'émission, ou de ce qu'ont été les missions des Nations Unies. Je me l'interdis. Il faut seulement que vous sachiez ceci, mon ami Freddy, dans sa fougue de pouvoir libérer en vous l'énergie combattante, n'a pris que le volet qui est le plus sensible pour nous. Mais il faut savoir que tout de même, en 1960, l'ONUC, la mission l'opération des Nations Unies au Congo, a eu à travailler de 1960 à 1964 pour freiner, empêcher la sécession katangaise et même la sécession du Sud Kasaï. Et cette sécession ou ces sécessions ont été effectivement jugulées, mais ça a coûté la vie, non seulement au Premier ministre Lumumba, mais aussi au secrétaire général des Nations Unies. Il faut savoir place le professeur Mapuya Kanouk, qui devrait être avec nous. Alors, le professeur Mbata, vous allez prendre la conférence sur le cinquantenaire de l'Union africaine et la RD Congo. Quelle perspective de résolution des conflits en Afrique? Je voudrais remercier Freddy et Mulumba, que je connais bien, un ami, pour l'exposé inaugural qu'il a pu faire sur ce thème. Et en ce qui me concerne, je vais brièvement dire quelques mots sur le cinquantenaire de l'Union africaine et la RDC. Quelle perspective de résolution des conflits en Afrique? À titre personnel, j'ai eu la chance d'être à Addis Abeba pendant que
se tenaient les réunions en marge du cinquantenaire de l'Union africaine et aussi me rendre compte des différents débats qui étaient tenus là-bas. Je crois, avant que je ne parle de l'Union africaine, et certaines choses que mon prédécesseur a dites méritent qu'on les souligne ou qu'on y revienne. C'est la place du Congo sur l'échiquier mondial. Et en ce qui concerne mon exposé, il faudra dire quelle est la place en fait du Congo sur l'échiquier panafricain. Et il a dit là des choses assez intéressantes lorsqu'il se réfère à Crawford-Young, à Turner, sur le constat qu'ils avaient fait du déclin de l'État au Congo. Mais en réalité, Crawford-Young et Turner, dans le livre de 84, c'est l'approfondissement de la pensée que le même Crawford-Young avait développé lors d'un séminaire de l'Association canadienne des études politiques en 1982 à Québec. Et lors de cette conférence, Crawford-Young, donc l'un des plus grands experts du Congo du côté des États-Unis, Crawford-Young posait la question « Zaïre, is there a state ?» C'était en 82. Est-ce qu'il y a un État au Zaïre? En 82 déjà. Et en 84, c'est finalement la conclusion. Il n'y a plus de questions à poser. C'est le déclin de l'État au Congo. Et c'est dans la même perspective qu'il faut placer les études comme celle de Kankwenda Mbaya, qui en 82 écrit un livre sur Zaïre, vers quelle destinée. Je crois que c'est un livre qui est longtemps passé inaperçu, le livre de notre aîné Kankwenda Mbaya, et qui était publié au Codestia en 92. Zaïre, vers quelle destinée? Donc on se trouve pratiquement dans cette perspective-là. Quelle est la place du Congo sur l'échiquier mondial et sur l'échiquier panafricain? Et Freddy a dit des choses importantes. Nous ne pesons pas tellement sur l'échiquier panafricain, sur l'échiquier mondial, et même pas sur l'échiquier panafricain, parce que je vais justement parler de l'Union africaine. La preuve, c'est laquelle? Lors du dernier sommet d'Addis Abeba, pendant qu'on dispute, les grands enjeux se disputent au niveau continental, le Congo est terriblement absent dans les débats. Et notre délégation arrive la veille. Et notre chef de l'État arrive pendant que la plupart des chefs d'État sont africains, sont déjà arrivés à Addis, et les choses se discutent. Et parce que nous ne pesons pas, il faut mettre les deux échiquiers ensemble, l'échiquier mondial et l'échiquier panafricain. Quand le président du Congo, de la RDC, arrive à Addis Abeba, une décision venait d'être prise dans les coulisses par les chefs d'État et de gouvernement. Quelle est la décision? C'est qu'on décide de débarquer le ministre camerounais des Affaires étrangères au profit du ministre ougandais comme candidat de l'Union africaine pour diriger l'Assemblée générale des Nations unies. Donc, pendant qu'on se plaint encore du fait que c'est le Rwanda qui est au Conseil de sécurité, ne soyez pas surpris si demain, les jours qui viennent, l'Assemblée générale des Nations unies est dirigée par un Ougandais. C'est le jeu de la diplomatie. Vous n'êtes pas là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Là un peu, je peux nuancer ce que Freddy disait. Vous n'êtes pas là, qu'est-ce qu'on veut qu'on fasse? C'est la même façon, de la même manière, le Rwanda avait obtenu le soutien de tous les autres pays africains pour être candidat de l'Afrique au Conseil de sécurité. Et les protestations de la Belgique n'y pouvaient rien. Même de la communauté internationale n'y pouvaient rien. Et même les Occidentaux, ils se disaient, mais écoutez, l'Afrique a déjà décidé. Donc le Rwanda avait déjà fait tout le travail pour être au Conseil de sécurité, rien ne pouvait changer. Donc demain, si vous ne le savez pas et si vous le voyez demain, ne soyez pas surpris, c'est le candidat de l'Ouganda qui, si tout va bien, va diriger l'Assemblée générale de l'ONU. Et pendant que l'Ouganda dirigera l'Assemblée générale des Nations unies, le Rwanda, lui, va trôner au nom de l'Afrique au niveau du Conseil de sécurité et imaginer les conséquences. Mais ce n'est pas là. Mon propos, donc, c'est le cinquantenaire de l'Union africaine et la RDC. C'est en fait lié à ce que je dis. Quelle est la place de la RDC sur l'échiquier africain? Et quelle a été la contribution, quelle peut être
la contribution de l'Union africaine à la résolution des conflits en RDC. Quelles sont les perspectives de cette dynamique au niveau de l'Union africaine? Donc, la première chose, je voudrais mettre un certain... Je crois qu'on va donner, on aura un débat, je ne vais pas trop m'étendre. Première chose, c'est que l'Union africaine qui a succédé à l'Organisation de l'Unité africaine, a joué un grand rôle en Afrique. Évidemment, comme on a pu le dire, à Addis Abeba, et on va le dire parce que toute l'année est consacrée à une réflexion sur l'Union africaine. Toute l'année, c'est comme ça que les chefs d'État l'ont décidé. Donc, de mai 2013 à mai 2014, il doit y avoir des manifestations dans tous les pays pour qu'on réfléchisse un peu sur l'Union africaine. Et je crois que c'est le lieu de remercier une fois de plus les organisateurs. Parce qu'au moment où notre gouvernement n'y pense pas, alors que c'était une résolution de l'Union africaine, voilà donc l'université qui se met en place pour essayer de réfléchir. Et je crois que cela honore les organisateurs et cela honore l'université. Donc, l'Union africaine a joué un grand rôle. L'apartheid est tombé. Il n'y a plus d'États africains qui sont sous colonisation. Mais sur le plan de la résolution des conflits, il faut se le dire, l'Union africaine n'a pas joué un très grand rôle. La RDC est un exemple, le Mali est également un exemple. Et je vais donner quelques raisons pour lesquelles l'Union africaine n'a pas joué un rôle. Mais d'abord ce constat-là. Dans le cadre de la RDC, qui est l'un des plus grands théâtres des conflits à l'heure actuelle, l'Union africaine n'a pas joué un très grand rôle. Et vous l'avez vu dans tous ces débats entre la brigade, la SADC, qui avait proposé un mécanisme, et à un moment donné, la SADC, en fin de compte, se voit dribbler. Ce sont les Nations Unies. La SADC est intégrée. C'est pour montrer également la faiblesse des États africains. On donne également le cas du Mali. Le Mali, alors que dans le cas de la Renaissance africaine, ce sont les Africains qui devaient être les premiers à résoudre les problèmes. Vous voyez la France au Mali. Et pas vraiment pour les biens des Africains, mais pour les intérêts français. Donc l'Union africaine n'a pas joué un grand rôle dans la résolution des conflits en Afrique, encore moins en RDC. Plusieurs raisons justifient cela. Plusieurs raisons, la première raison, c'est que c'est toujours le jeu d'intérêt. Le jeu d'intérêt, parce qu'en Afrique, on nous dit souvent, la nature a horreur du vide. Et Freddy l'a souligné, l'un des grands problèmes qui se pose au Congo, c'est l'absence de leadership. Comme la nature a horreur du vide, si la RDC ne peut pas assumer ce leadership, d'autres vont l'exercer. C'est pourquoi on soutient le Rwanda. Voilà pourquoi on soutient l'Ouganda. La nature a horreur du vide. Donc, et justement, au niveau de l'Union africaine, il y a des pays qui ont des intérêts sur la RDC. Et ces pays-là jouent un grand rôle sur le plan continental. Ils font des lobbying. Le Rwanda et l'Ouganda dans l'Est, ils jouent un grand lobbying. C'est ainsi que l'Union africaine a été vraiment presque absente en dehors des communiqués officiels dans la résolution des crises en RDC. Et même chose au Mali. Deuxième raison, en dehors de cette raison-là qui est fondamentale, il y a aussi le problème des moyens. L'Union africaine n'a pas de moyens. Ils n'ont pas d'argent. Ils veulent même pas une force en stand-by pour intervenir, mais ils n'ont pas d'argent. Ils doivent dépendre, l'Union africaine vit de financement des ONG ou des pays étrangers. Ce n'est pas normal 50 ans après. Ce n'est pas possible. Et les contributions sont modiques. Il y a donc absence de volonté politique au niveau des chefs d'État africains. Beaucoup d'États brillent par les arriérés. Et c'est le président Obasanjo, l'ancien président du Nigeria, qui a proposé un mécanisme. Par exemple, sur tous les voyages en Afrique, qu'on retire ne fût-ce qu'un petit pourcentage, une sorte de taxe pour financer l'Union africaine, parce que jusque-là, on ne contribue pas. Et notre pays ne contribue pas assez. C'est ça l'absence. Vous ne contribuez pas, vous voulez qu'on intervienne chez vous? Vous ne contribuez pas, vous n'aurez même pas de gens dans les structures des Nations Unies. Il y a combien de Congolais qui travaillent à l'Union africaine? Il y a combien de Congolais dans les institutions internationales? Donc ça pose un problème.
Donc il y a le problème des moyens, il y a le problème de volonté politique qui font que l'Union africaine n'a pas su jouer un rôle majeur dans la résolution des crises en Afrique, y compris à RDC. Il y a aussi le problème donc, des conflits entre les responsables africains eux-mêmes. Ils se disputent le Congo un peu comme lors de la table ronde de la conférence de Berlin. On se dispute un peu le Congo parce qu'il y a vide. L'Afrique du Sud va vous dire, je veux babysitter. Je vais au Congo pour babysitter le Congolais. La Tanzanie veut également être là. L'Angola veut être là. On se dispute le Congo. Donc il y a aussi ces conflits internes, des raisons qui n'ont pas permis à l'Union africaine de jouer son rôle dans la résolution de conflits dans notre pays. Quelles sont les perspectives, très rapidement? Quelles sont les perspectives? Bon, les perspectives ne sont pas très favorables. L'Union africaine, à mon avis, ne jouera pas un rôle sans les Congolais eux-mêmes. L'Union africaine ne jouera pas un rôle dans la résolution des crises sans l'intervention des Congolais eux-mêmes. C'est là que je rejoins le premier présentateur. Même les Nations unies ne résoudront pas les problèmes du Congo sans l'intervention du Congo. Donc, crier, applaudir parce que c'est la brigade de la MONUSCO, je crois qu'on se fait un peu de l'enfantillage. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui doivent prendre les devants. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui doivent être maîtres de leur destinée. Ce sont les Congolais eux-mêmes qui doivent résoudre les problèmes d'abord. Les autres ne viendront que pour nous assister. Mais tant qu'on va continuer à pleurnicher, un pays qui pleurniche depuis plus de 400 jours, d'après ce qu'on nous met sur certaines télévisions, ça fait honte, effectivement. 400 jours après l'agression, 500 jours après... Non. C'est Chinua Achebe qui disait, le tigre ne proclame pas sa tigritude. Il broie sa nourriture dans la réaction qu'il faisait au discours de la négritude de Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire et les autres. Donc on ne proclame pas on est grand. Le grand Congo, non. On doit s'assumer comme grand. Donc je reprends ce que mon prédécesseur disait si bien. Le Congo ne pourra jouer un grand rôle sans l'intervention du Congolais eux-mêmes. La MONUSCO ne fera rien sans l'intervention des Congolais eux-mêmes. Il faut dire que l'ONU est chez nous depuis 1960. Les Nations Unies au Congo, c'est la MONUSCO actuelle. C'est ce qui s'appelait l'ONUC, qui était demandé par Kasavubu et Lumumba, juste 2 semaines après l'indépendance. Et à l'époque, nous étions agressés par la Belgique. Et maintenant, nous sommes agressés par le Rwanda. Donc, on est dans une sorte de répétition de l'histoire. Il faut que les Congolais se réveillent, il faut que les Congolais jouent un rôle, et l'appel au leadership est important. Le leadership, pas seulement politique, mais le leadership intellectuel. Il faut que les intellectuels congolais se réveillent. Mais malheureusement, on ne le dit pas souvent assez, nous autres, comme intellectuels, nous sommes en quelque sorte devenus des garçons de course des institutions internationales. Il faudrait donc que nous nous assumions, et là-dedans aussi que l'université se réveille pour réfléchir sur l'avenir et le devenir de la nation. Donc les perspectives d'avenir ne dépendent que de nous. C'est à nous de jouer un grand rôle dans l'Union africaine. Pour que l'Union africaine joue un grand rôle dans la résolution des conflits au Congo, il faut que les Congolais eux-mêmes retournent. Ils jouent un grand rôle au niveau de l'Union africaine. Cela ne se fait pas encore. Les Congolais ne sont pas rentrés. Le géant se réveille. Et il va se réveiller quand? Lorsque les Congolais vont retourner réclamer leur rôle, qui est actuellement joué par là. C'est l'Afrique du Sud. Quand l'Afrique du Sud parle, on l'écoute. Quand c'est le Nigeria, on l'écoute. Maintenant même la Tanzanie, on l'écoute. Mais le Congo n'a pas de voix. On est devenu loufoque dans les relations internationales et la diplomatie ne se fait pas à la radio ou à la télévision. Ce ne sont pas les communiqués de presse ou les comptes rendus du gouvernement. Il faut donc jouer un rôle à ce niveau-là. Voilà donc, monsieur le modérateur, et quelques points que je voulais soulever. Le reste sera dans le débat. Merci. Merci bien, professeur. Finalement, le prof est revenu sur l'essentiel, c'est que si le Congo souffre, c'est parce que le Congolais ne prend pas ses responsabilités. Le prof a rappelé qu'aucune assistance extérieure ne pourra remplacer la nécessité de l'engagement
des citoyens eux-mêmes, des citoyens congolais eux-mêmes. Le prof a parlé à un moment de l'incapacité de l'Union africaine de pouvoir résoudre les problèmes, les conflits en Afrique, et c'est une incapacité qui est liée au manque de moyens principalement, et le manque de moyens est encore une fois lié au manque de volonté politique, et ce manque de volonté politique renvoie encore une fois au manque de leadership. Je vous donne un exemple très simple. Dans le système des Nations Unies, quand on fait le budget de l'Organisation des Nations Unies, évidemment c'est reparti depuis très longtemps, on voit que les pays qui sont contributeurs, le plus important contributeur sont les pays qui ont des grandes économies, comme les États-Unis qui participent pratiquement à 22% du budget général des Nations Unies, suivi du Japon, de la Grande-Bretagne et de pays du nord de l'Europe. Et lorsque vous venez du côté de l'Afrique, je peux tester, si vous pouvez savoir combien que cela représente en termes de pourcentage, à combien nous participons, mais ce n'est pas ça l'objet d'aujourd'hui, c'est à 0,004%. C'est presque rien, parce que économiquement, les pays africains ne se tiennent pas encore, ils ne sont pas encore forts. Et je crois que cette force de l'économie en Afrique devrait partir de la République démocratique du Congo. Et tant que la République démocratique du Congo ploie sous une économie de pillage et de vautours, comment on dit ça, de prédation, voilà. Tant que le Congo ploie sous une économie de prédation, qu'on n'a pas réformé le système économique qu'on nous a imposé à partir de la colonisation, il ne sera pas possible que l'Afrique entière puisse avoir une économie forte. Voilà, d'apporter des contributions, mais surtout que vous puissiez tenir ces propos comme une forme d'instruction qui vous est donnée à vous, les jeunes, qui allez demain nous succéder. Merci, vous avez la parole, jeunes gens. Je suis étudiant à la faculté de droit. Ma question, c'est par rapport à ce que le deuxième intervenant venait d'aborder comme sujet. Je vais réfléchir un peu parce qu'il donne beaucoup d'importance aux Congolais et même pour la résolution des problèmes congolais. Alors, si un pays peut résoudre un problème, ça doit d'abord commencer à l'université. Mais, chose grave, dans notre université, on ne peut pas parler. Je peux donner un exemple. Parce que ce sont des problèmes internes. Je m'assume, je m'appelle Serge Linzabe. Il y a un monsieur qui a travaillé à la CENI. Il n'a pas fait un mauvais travail. Il a fait un très mauvais travail. La même génération, le même monsieur est plébiscité par qui on ne sait pas. Mais on ne peut pas parler. Mais non seulement ça, les universitaires que voici, je peux les appeler des boulets parce qu'ils ne sont pas bléis. Les étudiants n'ont plus l'esprit d'un étudiant. Comment vous avez aboli cette pratique aussi longtemps que ça nous aidait à avoir un peu un esprit de revendiquer? Comment on peut revendiquer? Même à l'université, on ne peut pas parler à plus forte raison ceux qui sont à la cité. C'est un peu ça ce que j'ai voulu dire. Merci. Moi, je m'appelle Milo Lonsenda, étudiant en deuxième année de droit. J'ai des petites questions. La première est dirigée vers M. Freddy Mulumba. À la conclusion de son intervention, il a demandé le départ de l'ONU, de la MONUSCO, en RDC. Alors, je voudrais qu'il puisse nous éclaircir sur la possibilité que nous aurons, après le départ de la MONUSCO au Congo, parce qu'avec un pays qui ne vit que des contributions, parce que le Congo, le budget congolais est plus fourni par les contributions de puissances étrangères, notamment occidentales. Alors, ce sont ces puissances-là qui sont derrière la MONUSCO, et la MONUSCO est là pour protéger les intérêts de ces pays occidentaux. Alors, comment, après les avoir
chassés de notre pays, le pays va survivre encore. Parce qu'on dit que c'est la main qui donne, qui dirige. Maintenant, vous les faites partir, ils ne vont pas vous donner encore. Comment sera-t-il le Congo de demain? Alors, ma deuxième question dirige à monsieur le professeur Mbata, qui est également mon professeur de droit constitutionnel. Vous avez dit que les conflits congolais doivent être résolus avec la contribution des Congolais eux-mêmes. Mais que faudra-t-il faire? Parce que nous savons que depuis l'accession du Congo à l'indépendance, c'est toujours les Nations Unies, c'est toujours l'ONU. Que faudra-t-il faire pour que les Congolais eux-mêmes se prennent en charge? Parce que nous avons cette intervention pour l'Afrique en général et pour le Congo en particulier, que le professeur a souligné que 2 semaines après l'indépendance, l'ONU est intervenue au Congo. Que faudra-t-il pour que les Congolais eux-mêmes se prennent en charge? Qu'est-ce qui nous manque? Merci. Merci pour la parole. Je me nomme Ige Kalunga. Je suis étudiant à la faculté de droit en première année de licence. Alors, je voudrais renchérir ce que mon prédécesseur venait de dire, parce que ma question est en rapport avec ce que M. Freddy Mulumba venait de dire sur le départ de la MONUSCO. Pour ne pas répéter ce que mon prédécesseur a dit, je voudrais savoir les mécanismes, parce que c'est sûr que les grandes puissances sont derrière tous ces problèmes qui se passent dans notre pays. Alors je ne sais pas, qu'est-ce que vous proposez comme mécanisme qu'on pourrait justement mettre sur pied pour résoudre ces problèmes qui pourront survenir après le départ de la MONUSCO? Parce que les grandes puissances, après qu'elles ne vont plus se retrouver, elles vont se retourner contre nous. Alors je ne sais pas, comme on dit, si vis pacem parabellum, que celui qui cherche la paix puisse préparer la guerre. Nous dépourvus de moyens, je ne sais pas comment on pourrait justement faire face à ces problèmes-là. Merci. Merci beaucoup. Moi, je suis l'étudiant Ienda Bofaya en première année de licence en droit. Je suis vraiment désolé. Laissez-moi vous dire comme ça parce que j'ai suivi vos différentes allocutions du début jusqu'à la fin de cette conférence. D'ailleurs, nous sommes toujours dans l'acheminement de cette conférence. Mais j'ai compris que vous ne faites que la relation de fait par rapport à ce qui se passe dans notre pays au sujet de l'insécurité à l'est du pays. Je pensais que le professeur Mbata pouvait, dans le point de perspective, pouvait peut-être toucher le fond sur le comment faire pour arriver à remédier le problème de la RDC. Fort malheureusement, j'ai compris qu'il a été un peu à vol d'oiseau par rapport à ce qu'on peut donner, à ce qu'on peut dégager comme remède pour que la situation du Congo soit remédiée. Vous êtes devant les jeunes étudiants que nous sommes. Moi, je pense que la situation du Congo, pour qu'elle soit résolue, il faudrait une catégorie spécifique de citoyens ou une catégorie spécifique de gens, de Congolais, notamment le Congolais intellectuel. Puisque un intellectuel, lorsqu'il est devant un fait, il comprend ou il conçoit le déficit social de son pays comme un problème, et un problème pour qu'il soit résolu avec de réflexions, avec des analyses profondes en vue de trouver solution à ces problèmes. Et deuxième catégorie, il faudrait une catégorie de gens élites. Une élite, c'est quelqu'un qui conçoit son problème comme un combat et un combat pour gagner. Et enfin, il faudrait une catégorie de gens citoyens. Un citoyen, c'est quelqu'un qui comprend ses droits et devoirs face à sa nation. Et donc, puisque nous sommes deux gens intellectuels déjà, je voudrais que nous puissions réfléchir au sujet de l'insécurité de notre pays avec des réflexions profondes. Comment faire pour trouver des solutions? Nous sommes des scientifiques, c'est nous qui devons proposer des solutions aux hommes politiques pour que le politique puisse changer la situation du Congo. Et je m'adresse plus particulièrement à vous, monsieur Freddy Mulumba Freddy. Quelle est votre assiette? Quelle est votre proposition
par rapport à la situation de l'insécurité à l'est du pays. Merci. Vous êtes en droit? Je suis en droit en première année de licence. Merci. C'est bon. Merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est M. Félix Omanemba, étudiant en 5e année de droit dans l'université qui vous accueille. En fait, vous m'excuserez trop de ne pas savoir un peu la nature de mon intervention. Je ne sais pas si c'est une réflexion à haute voix. Vous y répondez si vous pensez que ce sont des questions. Je m'en vais m'attarder un tout petit peu au thème de la conférence qui me suscite en moi des inquiétudes. Parce qu'on dit la RDC au centre des Nations Unies et de l'Union européenne. En fait, de l'Union africaine, oui. Je me demande en fait si la RDC est au centre ou en marge des Nations Unies et de l'Union africaine, au regard de tout ce que vous avez dit. Et si on devait considérer que la RDC est au centre, est-ce qu'au centre pour être choyée par ces Nations Unies et l'Union africaine, ou la RDC est au centre des Nations Unies et de l'Union africaine parce qu'elle représente un centre d'intérêt, ou c'est dans la perspective de vouloir d'être considéré comme un gâteau qu'il faut se partager, plutôt que dans la perspective de l'instauration de la paix et de la promotion du développement. Et donc, je fais mienne les interventions, les questions des autres, et je m'arrête là. Merci pour la parole. Merci bien. Oui, je pense que j'ai parlé du départ de la MONUSCO. Non, ça va la parole. J'ai pris 3 cas de figure, parce qu'il faudrait un jour qu'on parvienne à résoudre notre crise. Le premier cas de figure, c'est le départ de la MONUSCO. Pourquoi je l'ai dit? C'est parce que ça s'est passé en Angola, un cas qu'on connaît. Quand la MONUSCO, l'ONU était en Angola, Savimbi faisait la guerre, on faisait les affaires, on pillait l'Angola. Mais les jours où le gouvernement angolais a pris une décision de faire partir l'ONU, on a mis la main sur Savimbi et la crise a été résolue. Aujourd'hui, vous partez en Angola, vous voyez comment est-ce que l'Angola est construit. C'est parce qu'il y a des élites conscientes, patriotiques, qui ont le sens de l'histoire. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Deuxième cas de figure. Si, parce que dans la résolution 2098, il est dit quelque part que la MONUSCO fait partie de la solution de la crise en RDC. Cela suppose que la MONUSCO pourra faire longtemps. Donc elle partira quand la crise sera résolue. Or, l'histoire nous montre que l'ONU n'a jamais résolu une crise. Là où l'ONU a résolu une crise, c'est en Yougoslavie et au Soudan. Comment ils l'ont fait? On a implosé la Yougoslavie, on a balkanisé le Soudan. Donc c'est ça la solution pour l'ONU. Donc si nous allons accepter que l'ONU reste longtemps ici, éternellement, la finalité, c'est l'implosion du Congo ou bien sa balkanisation. Ça, c'est le deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, l'ONU, on doit demander aux Nations Unies. Ça, c'est la responsabilité des élites congolaises, politiques tout comme intellectuelles. Qu'on nous dise combien de temps l'ONU va rester ici. Et qu'on profite prochainement, quand on va changer son mandat, ou bien pour prolonger son mandat, qu'il y ait un débat dans l'opinion. Que le Congolais s'implique pour que demain, si on prend une décision qui ne sont pas à notre défaveur, parce qu'on sait très bien que l'ONU fonctionne avec des intérêts, ce sont des intérêts de grande puissance. Donc, les 3 cas de figure font à ce que, je dirais, qu'il y ait un débat. Donc, ce sont des idées que j'ai données pour qu'il y ait un débat dans l'opinion. Mais je n'ai pas dit qu'il faut les chasser. Mais j'ai pris 3 cas tout simplement. Le premier cas, les chasser, comme en Angola. Deuxième cas, essayer un peu d'éviter à ce qu'il y ait implosion. Troisième cas, que les Congolais profitent pour exiger à ce que le mandat de l'ONU, qui sera peut-être modifié, soit en notre faveur. Et ça, c'est notre responsabilité, la responsabilité du gouvernement et surtout des élites intellectuelles. Parce que je vois très souvent à la télévision, je suis responsable, ça fait très mal au cœur de voir que nous, qui étions à l'école moderne, l'école des Blancs, qui avons appris comment lire les documents, on voit certains intellectuels passer à la télévision dire des mensonges. Et surtout, professeurs, je suis désolé, trop de professeurs d'université sont en train d'étudier la science.
Et à la cité, on n'a aucun respect pour les professeurs d'université. Et quand l'université est en faillite, il n'y a pas d'avenir. Imaginez-vous, d'ici 20-30 ans, on va manquer l'élite. C'est bien d'avoir le doctorat, avoir des licences. À quoi ça sert? Je pense que c'est notre responsabilité. Quand ça ne marche pas, il faut qu'on arrête. On ne peut pas construire une société dans des mensonges. C'est la vérité pourra faire à ce que la société soit bien construite. Donc il faudrait que toute élite, et nous sommes à l'université ici, ici c'est la vérité qui prime. Il faut que vous preniez votre destin en main. C'est anormal. Qu'on ait un grand fleuve qui passe là-bas. Il n'y a pas d'eau à Kinshasa. D'ailleurs, j'étais frappé de voir, même à l'université, il n'y a pas d'eau. Ici, il n'y a même pas de courant. Mais attends. Et vous trouvez ça... Laisse-moi terminer, mon frère. Non, Freddy, Laisse-moi terminer le débat. Ici, c'est un débat intellectuel. Je ne suis pas un politicien. Je dois dire la vérité et nous devons changer. Si on ne change pas, on va disparaître. Figurez-vous que ce que j'allais dire est bien plus grave que ce que Freddy a dit. Ici, vous êtes à l'université, bon, vous êtes en situation normale. Mais est-ce que vous savez qu'à la clinique Ngaliema, vous voyez le standing de la clinique Ngaliema, c'est la dernière institution médicale du pays. Après, naturellement, les cliniques universitaires où c'est bien la science. Mais celle-là, c'est la clinique la plus luxueuse du pays. Il n'y a pas d'eau. Ok, merci, Président. Vous demandez de remède à la crise. Moi, j'ai toujours pris les cas de M. Laurent Désiré Kabila. En venant ici, Kabila vous a dit « La guerre sera longue et populaire. Prenez-vous en charge. Ne pleurez plus. » Seule une organisation menée par des gens incompétents, des gens compétents avec des moyens peut faire changer la société. Ne pleurez pas. Il n'y a pas de miracle. Tirez les leçons des autres, tirez les leçons de Hugo Chavez en Venezuela, tirez les leçons de Mao. La Chine était là, humiliée, occupée. Les gens sont battus, sont debout aujourd'hui. Vous êtes humiliés, occupés, mais vous êtes contents dans cette situation. Il y a un problème. Donc nous devons remettre en cause notre façon de réfléchir, notre façon de penser. Quelle vision qu'on a de la vie? Pour manger, dormir, il y a un problème. À quoi c'est l'université? Pour chercher des petits postes en ville, avoir une voiture, avoir une petite maison? Non, il faudrait changer. Et si on ne change pas, on va disparaître. Merci beaucoup. Si on ne change pas, on va disparaître. C'est évident. Je remercie les étudiants qui ont posé des questions. Et la première, c'est l'étudiant Serge. J'étais surpris que Serge dise qu'on ne peut pas parler à une université. Une université où on ne peut pas parler cesse d'être une université. C'est justement ici le lieu de parler. Quelqu'un qui ne peut pas parler, surtout défendre les valeurs dans sa société, il cesse même d'être intellectuel. Et je crois pour la plupart d'entre vous, vous savez que dans la tradition française, le mot même intellectuel, il est né vers le XVIIIe siècle, le XIXe siècle. C'est dans l'affaire qu'on a appelée affaire Dreyfus. Dans l'affaire Dreyfus, ce capitaine d'origine juive, français d'origine juive, qui avait été injustement condamné. On a vu alors des voix s'élever, des voix qui accusaient, qui plaidaient pour qu'on libère Dreyfus. Dreyfus était innocent. Il pouvait parler envers et contre tout pour défendre la vérité. C'est alors que le mot intellectuel est né dans la tradition française. C'est-à-dire quoi? L'intellectuel, c'est celui qui défend des valeurs. C'est celui qui défend les causes justes. C'est celui qui défend la vérité, même s'il y a le prix à payer pour cela. Si on ne peut pas faire cela, on cesse d'être intellectuel. Et malheureusement, je constate que nos universités tendent à produire plus de diplômés que des intellectuels. Donc je ne suis pas d'accord avec celui qui est venu après pour dire que les élites, nous avons des intellectuels. Non, nous avons très peu d'intellectuels. Nous avons beaucoup de porteurs de diplômes, diplômes de gradués, diplômes de licence, diplômes de doctorat, mais très peu d'intellectuels dans ce pays. C'est ça le comble.
Donc, l'université doit parler. L'universitaire doit intervenir. Bon, la bleusaille, on l'a interdite, mais moi j'ai été bleui dans tous les cas. Non seulement j'ai été bleui, mais à l'époque, j'ai subi des fermetures de l'université. En premier graduat, on réclame. Cette fois-là, c'était contre le MPR. Parce qu'on se disait, l'étudiant est au centre. On ferme l'université, on nous renvoie au village. On dit, mais ils vont mourir. On m'a dit, le temps passe, tout ça. Mais nous, on n'a pas tenu compte. On revient, on nous ferme encore, parce que la vérité n'a pas de prix. Et quand vous défendez la vérité, vous êtes sur la bonne voie. Prenez l'exemple de Mandela aujourd'hui. Les gens ne savent pas. C'est près d'un siècle de vie. Quelle est la leçon qu'on tire de Mandela comme intellectuel? Et Mandela a étudié aussi dans la deuxième université dans laquelle j'enseigne, c'est l'Université d'Afrique du Sud. C'est-à-dire Mandela, quand on a défendu la vérité comme Mandela, je disais à mes étudiants, Dieu oublie même le nombre, votre âge. Il n'est pas mort. Tous ceux-là qui ont défendu, qui ont couru derrière l'argent, derrière le pouvoir, ils sont morts. Mais ce monsieur, il est encore là. Il peut disparaître demain, mais il aura déjà fait un siècle. Donc, c'est le rôle éminemment positif que l'intellectuel doit jouer et l'étudiant doit parler. L'étudiant doit s'exprimer et je suis heureux qu'une conférence comme celle-ci réunisse beaucoup d'étudiants. Parce que si on ne réfléchit plus à l'université, il n'y a plus d'université. Et nous devons produire une société des savants, une société des gens qui réfléchissent. Parce que si on ne réfléchit pas, j'ajouterai à ce que Freddy a dit, si on ne réfléchit pas, on disparaît. Et vous pouvez le prendre aussi même de René Descartes, lorsqu'il dit « cogito ergo sum ». Je pense donc je suis. Tu ne penses pas donc tu n'existes pas. Il faut faire l'inverse. Une société où il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent, ce n'est pas une société qui existe. Donc voilà le commentaire que je voulais faire au sujet de ce que le premier étudiant a dit. Ça se lie à ce que Boffaï a dit. Il était un peu désolé qu'on n'ait pas parlé des remèdes, mais à la fin de compte, sa question était destinée à Freddy qui a répondu. Bon, il n'y a pas question d'être désolé. Les remèdes sont l'adéquat sur lesquels on parle dans un milieu universitaire. Nous ne parlons pas ici des politiciens. Nous ne sommes pas des politiciens. C'est-à-dire, et Freddy l'a dit, c'est le leadership. Et le leadership d'abord intellectuel. S'il n'y a pas de leadership intellectuel, il n'y a rien du tout. Et si je voudrais aller plus loin, ce leadership doit s'exercer au niveau de la nation. Et c'est Freddy qui nous interpellait en regardant de mon côté, dit, ce sont d'abord les professeurs. Et il regardait vers moi. Ce sont les professeurs qui sont responsables. Mais j'assume. Je dois reconnaître que la plupart d'entre nous ont failli. Là où il fallait prêcher la vérité, on a trouvé des professeurs d'université devenir des garçons de course. Et on se retrouve là dans ce que Freddy lui-même cite dans l'une de ses publications que j'ai lues comme ça fait du temps. La responsabilité des intellectuels. Oui, quand il était encore à l'université en Belgique, la responsabilité des intellectuels. Mais quand l'universitaire se met au service du ventre, la politique du ventre, tout est foutu. Mais parce que nous prêchons la même chose, si vous nous trouvons nous, si vous le trouvez Freddy, ou nous qui prêchons ce message, nous faisons de la politique du ventre, chers amis, n'hésitez pas à nous le dire. Dites-nous, mais monsieur le professeur, on ne vous reconnaît pas. Monsieur Freddy, on ne vous reconnaît pas. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de la société. Un professeur d'université qui commence à aller dans les antivaleurs, il cesse d'être professeur d'université. Il ne devient qu'il a un diplôme, mais il cesse même d'être un intellectuel. Donc ça nous interpelle et ça nous permet de nous remettre en question. Donc le leadership, c'est très important. La RDC est au centre. Bon, mais je crois que le titre de la conférence est aussi provocateur. Il y a des images, des figures de style. Au centre. Ça me rappelle un peu l'article qu'un autre aîné philosophe écrivait il y a quelque temps, il n'est pas ici. C'est Kamana. Kamana écrit dans Congo-Afrique, dans les années 80, Kamana écrit un article très intéressant. Le Zaïre, le pays de tous les espoirs et de toutes les inquiétudes. Voilà ce que Kamana écrivait, je crois, en 81 ou en 82. Mais nous sommes aux Nations Unies comme le pays de toutes les inquiétudes. Nous sommes à l'Union africaine dont je parlais tout à l'heure comme le pays de toutes les inquiétudes.
Et voilà, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons partir des inquiétudes et redevenir l'espoir du continent et de l'Afrique. La gâchette dont parlait France Fanon, elle doit pouvoir marcher pour le développement et pas pour autre chose. Mais par où commencer? C'est d'abord les intellectuels. C'est d'abord un leadership. Ce sont les Chinois que nous avons chez nous qui enseignent le poisson pourri d'abord par la tête. Et alors vous voulez changer les choses? C'est le leadership politique et intellectuel. Qu'on joue sur la tête aussi. Je ne parle pas de la tête politique, la tête intellectuelle. Je vous remercie. Bien, je voudrais, si vous m'autorisez, n'est-ce pas, placer un petit mot avant la poursuite. Je vous présente, c'est le chargé du programme de l'IFDD, M. Rachid Kayumbo. Voilà. Je voudrais placer un petit mot pour tenter, n'est-ce pas, d'assouvir un peu votre soif, notamment sur 3 aspects importants des questions qui ont été soulevées ici. Le premier aspect qui a retenu mon attention, c'est la peur de s'exprimer. Ça m'a vraiment touché très profondément et ça devient plutôt une inquiétude. Voilà pourquoi l'Institut des stratégies pour le développement durable a été mis en place. Je crois qu'on l'aurait dit au départ, n'est-ce pas, de cette conférence, l'Institut des stratégies pour le développement durable est un observatoire des problèmes politiques, économiques et sociaux de la République démocratique du Congo. C'est aussi un centre de prospective et sociale, c'est-à-dire là où on réfléchit au regard des problèmes économiques, politiques et sociaux, ce qui pourrait arriver en RDC dans 10 ans, dans 25 ans, dans 50 ans, soit faute d'un leadership, comme on est en train de le dire ici, soit pour avoir appliqué une mauvaise politique de limiter la liberté d'expression, soit parce qu'on n'a pas su, n'est-ce pas, utiliser les ressources naturelles de ce pays, les investir de manière appropriée pour que les générations à venir puissent aussi tirer profit et vivre comme des hommes dignes de l'humanité. Et la troisième mission de l'ISTD, c'est de promouvoir une tribune libre des intellectuels. Nous pensons que nous sommes venus ici organiser une conférence tout simplement parce que nous devons éveiller votre conscience et désormais tous ensemble participer au débat citoyen. Parce que nous voulons tous que ces citoyens congolais et nous aimons ce pays. Voilà, donc nous pensons que nous ne pouvons pas nous inquiéter outre mesure lorsqu'on limite la liberté. Mais je crois que les espaces pour s'exprimer sont nombreux et nous pourrions, n'est-ce pas, contribuer tous à ce que ces espaces-là puissent être plus efficaces. Le deuxième problème que j'ai voulu, n'est-ce pas, aborder ici, avant la poursuite du débat, c'est que lorsque